Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur Ezae TV. Dans un instant, le sommaire. À la veille des prochaines élections législatives, les réformes engagées par le pouvoir talon suscitent plus que jamais des commentaires. L'ancien ministre Benoît Degla a donné ses impressions sur Ezae TV. Nous y reviendrons dans un instant. L'insertion sur la liste électorale permanente informatisée l'EPI est l'une des requêtes faites à la Cour par des plaignants au cours de l'audience publique tenue à la Cour constitutionnelle le jeudi 6 décembre 2018 dernier. Nous y reviendrons dans un instant. Le leader Buffle FC du Borgou accueille dimanche l'association sportive Rousseau Saka de Porto Novo au stade municipal de la cité des Kobourou pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. À nouveau, bonsoir. L'ancien ministre de la République Benoît Degla sort de son long silence depuis la fin du pouvoir de Thomas Boniyahi, auquel il a participé. Il monte au créneau pour commenter les réformes en cours depuis que lui et son conseiller ont quitté le pouvoir. Il s'exprime au micro de Nadège Dirouan et d'Abdelkader Achirou. Vous savez, le chef de l'État a été élu sur la base d'un certain nombre de réformes. Il a dit, il a martelé pendant sa campagne qu'il prenne le pouvoir, s'il devait arriver au pouvoir, c'était pour mettre véritablement en marche un certain nombre de réformes qui devraient permettre le décollage économique de notre pays, qui devraient permettre un certain nombre de changements dans nos comportements. Et il s'attelle à cela. Vous allez constater que peu après son investiture, et il a mis en place ce qui a permis, ce qui a donné lieu à ce que nous connaissons tous, qui est le programme d'action du gouvernement, qui a répertorié un certain nombre de choses et qui a projeté beaucoup de choses dans tous les secteurs de notre société, tant sur le plan politique que sur le plan du développement économique, social, culturel, etc. etc. Alors, ces réformes, évidemment, pour qu'elles prennent corps, elles ont besoin d'être étudiées, elles ont besoin, n'est-ce pas, d'un état des lieux, d'être étudiées et avant d'être mises en exécution. Et on constate qu'il y a effectivement une période au cours de laquelle le chef de l'État et son gouvernement ont procédé à l'étude, n'est-ce pas, de ces réformes-là, à la faisabilité de ces réformes-là. Et c'est seulement, et aujourd'hui, on constate, lorsque vous prenez sur le plan, n'est-ce pas, de la lutte contre l'impunité, je pense que l'engagement est total du chef de l'État. Il a dit, il a martelé, je vais lutter contre l'impunité. Je vais lutter contre la corruption, contre les prédateurs de l'économie. La mauvaise gouvernance. Et les textes aujourd'hui que nous sommes en train de voter à l'Assemblée nationale pour l'accompagner dans ce sens-là, permettent de dire véritablement que sur ce plan, beaucoup de choses sont en train de changer et que le chef d'État est en train de réussir ce pari au niveau de la gouvernance de notre pays. Sur le plan de l'économie, les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Le taux de croissance, le taux de croissance, il est parti. Aujourd'hui, nous avons une projection de l'ordre de 6 à 7% pour l'année prochaine. Alors que nous sommes partis de 3 ou 4% il y a quelques années seulement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Vous prenez les réformes au niveau du coton. Aujourd'hui, nous allons atteindre bientôt... Nous tournons autour de 700 000 tonnes contre 200 000 ou 300 000 tonnes il y a quelques années seulement. Alors que la production du coton est un indice palpable, n'est-ce pas, de la croissance. Parce que lorsque vous avez une croissance de 50 000 tonnes, en taux de croissance, c'est important. Il y a au niveau des réalisations infrastructurelles, vous avez vu l'état dans lequel se trouvaient nos voies et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans les grandes villes comme Cotonou, Porto Novo et Parakou, l'asphaltage des voies principales, dans nos localités respectives, le problème de l'électricité qui est en train de trouver une solution pratiquement définitive. C'est vrai qu'aucun pays au monde n'est totalement indépendant en matière d'électricité, mais le Bénin est en train de faire l'effort pour ne plus dépendre tellement de l'extérieur. Nous avons, au niveau de l'eau, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'assainissement, il y a ce qui s'est fait par le ministère du cadre de vie. Au niveau de l'eau, ça et là, il y a des projets qui prennent corps dans les collines un peu partout pour que les populations puissent disposer de l'eau à plein temps et tout le temps.
Voilà autant de choses qui se font. Vous prenez au niveau de l'éducation pour permettre, n'est-ce pas, à nos enfants d'aller, de pouvoir étudier correctement. Vous avez vu le nombre de cantines scolaires qui ont été augmentées, les milliards qui ont été mis à disposition. Je vois que c'est autant de choses pour lesquelles le gouvernement ne parle pas beaucoup, mais qui se vivent au quotidien et que la population apprécie. Plusieurs décisions ressortent de l'audience tenue à la Cour constitutionnelle le jeudi 6 décembre dernier. Il s'agit entre autres des requêtes faites à la Cour par les plaignants concernant leur insertion sur la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Irrecevable, c'est la décision de la Cour face à certaines de ces requêtes. Écoutons le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, pour plus de détails. Nous évoquons le dossier du recours 0998, barre 165, Barthélemy Avlessi. Décision TCC 18-259 du 6 décembre 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 4 juin 2018, par laquelle l'Association des pêcheurs Toffins, pratiquant la pêche artisanale et maritime, représentée par M. Omo Jésus, Barthélemy Avlessi, demeurant à Cotonou, forme un recours en inconstitutionnalité des articles 73 et 74 de la loi cadre numéro 2014-19 du 7 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture en République du Bénin, vu la Constitution. La loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Sylvain Nouati en son rapport et les observations du requérant à l'audience plénière du 6 décembre 2018 et après en avoir délibéré. Considérant qu'au terme de l'article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par 5 conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès verbal. Considérant que l'indisponibilité de Mme Cécile Marie-Josée de Dravos-Zindokwe et de messieurs Rigobert Azon et Fassassi Moustapha, conseillers, constitue un cas de force majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement 4 de ses membres. Considérant que l'Association des pêcheurs Toffins, pratiquant la pêche artisanale et maritime, expose qu'en prohibant certaines techniques en matière de pêche, les articles 113 et 114 de la loi cadre numéro 2014-19 du 7 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture en République du Bénin lèsent les pêcheurs Toffins, les privent de leurs sources de revenus, compromettent leur épanouissement et sont donc contraires aux articles 8 et 30 de la Constitution. Considérant qu'en réponse, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche observe que par décision DCC 1445 du 22 juillet 2014, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution en toutes ses dispositions la loi mise en cause et qu'il y a donc autorité de chose jugée. Vu l'article 124, alinéa 2 de la Constitution, considérant que par décision DCC 1445 du 22 juillet 2014, la Cour a dit que sont conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi cadre numéro 2014-19 relative à la pêche et à l'aquaculture en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 6 juin 2014, que dès lors, en vertu de la disposition visée, il y a autorité de chose jugée, que la requête doit être déclarée irrecevable. Décide, la requête est irrecevable. Restons toujours à la Cour constitutionnelle où le président Joseph Djogbenou présente les décisions prises concernant chaque dossier. La Cour constitutionnelle saisie d'une requête en date à Cotonou du 13 novembre 2018 par laquelle Mme Tatiana Huedanou, épouse Mwampa, sollicite de la Cour son insertion sur le fichier électoral et subséquemment son inscription sur la liste électorale, décide. La requête de Mme Tatiana Huedanou, épouse Mwampa, est irrecevable. Nous évoquons le dossier du recours numéro 2478-394, requérante Judith Comlan. La Cour, saisie d'une requête en date à Abomey du 18 octobre 2018, par laquelle Mme
Évril Judith Germaine Comlan, domiciliée à Abomey, sollicite de la Cour son insertion sur le fichier électoral et subséquemment son inscription sur la liste électorale. Décide. La requête de Madame Évril Judith Germaine Comlan est irrecevable. Nous évoquons le dossier du recours 2479/395, requérante Yvette Wotor. Décision. La Cour, saisie d'une requête en date à Boycon du 6 octobre 2018, par laquelle Mme Yvette Wotor, domiciliée à Boycon, sollicite de la Cour sa réintégration sur le fichier électoral et subséquemment son inscription sur la liste électorale. Décide. La requête de Mme Yvette Wotor est irrecevable. Nous évoquons le dossier du recours 2480/396, requérant Marc Douy. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 16 novembre 2018, par laquelle M. Dossou-Marc Dokui, domicilié à Cotonou, sollicite de la Cour son insertion sur le fichier électoral et subséquemment son inscription sur la liste électorale. Décide. Pour autant qu'il remplisse les conditions exigées par la loi pour être électeur, la Cour ordonne l'inscription sur la liste électorale de M. Dossou-Marc Dokui au centre de vote de son lieu de résidence. Le décès des nouveau-nés prend désormais un niveau ascendant au Bénin. C'est un phénomène qui inquiète les acteurs du secteur de la santé et plus particulièrement le docteur Soléo Badarou qui est intervenu sur le sujet le vendredi dernier à la Maison des médias de Cotonou lors du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus. Il était au micro de Marcel Fandji. Il faut dire que 50% des décès des nouveau-nés ont lieu au cours des 24 premières heures. Réduire la mortalité des nouveau-nés, tel est le thème sur lequel est intervenu Soléo Badarou le vendredi dernier à la Maison des médias Thomas Menyonsan. C'est un phénomène qui bat son plein et les statistiques en disent longues. Il faut dire que jusqu'à la semaine dernière, le Bénin a enregistré 2363 décès de nouveau-nés. Et pendant la même période, nous avons à peu près 632 femmes qui ont perdu la vie en voulant donner naissance au Bénin. Les causes de ces pertes en vies humaines sont multiples, même si certaines d'entre elles sont courantes. On retrouve 3 éléments essentiels. Okay. La prématurité, c'est-à-dire que l'enfant naît avant le délai requis. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons dans le jargon médical l'asphyxie, c'est-à-dire que le bébé naît, mais sa respiration n'est pas suffisante ou le bébé ne crie pas. Et la troisième cause majeure qui fait partie des nouveau-nés, ce sont les infections néonatales, c'est-à-dire les infections au cours de la première période de vie. Le ministère de la Santé n'est pas resté insensible à ce phénomène. Il a d'ailleurs entrepris des mesures préventives pouvant aider la population à pallier ce mal. Mais bien sûr, une femme qui est anémiée, qui va tomber enceinte, ça va avoir des répercussions sur son bébé parce que le bébé va manger quoi? Le bébé va se nourrir à partir du placenta et à partir du sang justement de sa mère. Donc vous convenez avec moi qu'une femme, une mère, une gestante qui n'est pas bien nourrie, deuxième chose, qui est anémiée, forcément son bébé ne peut pas être bien nourri. Et j'irai plus loin en disant que dans le document de politique du ministère de la Santé, il est prévu que la femme, même à la maison, dans les milieux ruraux, soit visitée par les agents de santé communautaire au moins 3 fois au cours de la première semaine de vie. Réduire la mortalité néonatale, c'est donc un défi pour les acteurs du secteur de la santé. Depuis plusieurs années, les restaurants à ciel ouvert sont installés et improvisés un peu partout au Bénin. Loin de déplaire aux Béninois du fait de l'accessibilité facile et pas coûteuse à la nourriture, certains d'entre eux posent cependant la problématique de l'hygiène qui entoure ces restaurants à ciel ouvert et les repas qui y sont servis. À travers cette interview réalisée par Anita Marcos et Jeff Terunguet, suivez la substance de l'opinion de certains citoyens béninois. Les restaurants assez ouverts, bon, ça nous aide ça nous aide
nous les gens qui n'ont pas les moyens pour aller dans les grands restaurants. Les mamans qui ne peuvent pas, bon, comme les mamans n'ont pas de moyens pour ouvrir des grands restaurants, ça les aide aussi économiquement pour trouver de l'argent pour nourrir leurs petites familles, quoi. Les restaurants à ciel ouvert, ça nous aide surtout nos mamans qui n'ont pas les moyens d'aller ici dans les grands restaurants pour manger. Les restaurants à ciel ouvert, bon, c'est un restaurant qui est très économisé pour nous, les populations qui n'ont pas les moyens de vivre. Mais en fait, la nourriture aussi, c'est bon quand même. Normalement, si on a des moyens, on devrait manger dans des bons restaurants. Mais du fait que tout le monde n'a pas les moyens, on se permet de manger là en attendant que ça change. J'ai été intoxiqué par ces bonnes dames-là. J'ai été à l'hôpital et le médecin m'a conseillé de ne plus manger dans ces genres de restaurants. Que si je peux préparer à la maison et manger ou bien, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit quand même. Bon, en fait, je dirais que ces restaurants nous aident à mieux nous nourrir. Ceux qui n'ont pas, en fait, les parents ont bien quelque chose à main. Et c'est pour ça que la propriété est un peu mal gérée. C'est ça le mal de ces restaurants seulement. Le Fa est une science divinatoire qui prédit le futur et parle du passé. Mais il faut noter que cette science nous vient d'Oyo au Nigeria. Écoutons Amoussa Raimi pour les explications. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Merci. Permettez que nous rendons hommage d'abord à l'illustre roi Agadia, Tosso Agadia. Vous allez me demander pourquoi. Lorsqu'il a pris le trône, le royaume du Dahomey a connu 3 années de sécheresse. Afin de trouver des remèdes à cette situation, il a envoyé ces personnages de la cour dont il a ce qui y compte, dont sont un de ses enfants. Et ils ont pu ramener du royaume d'Oyo Lulus Bokono Tissa. C'est-à-dire, le nom Tissa est venu du fait que lorsqu'il a consulté et que les causes ont été détectées, et que les sacrifices ont été effectués, même avant l'arrivée de celui qui a été fait les sacrifices, une grande pluie a commencé. D'où le nom que le roi Agadia a donné au devin venu du Nigeria de Ile-Ife spécialement, Tissa. Et juste après ça, suite encore à l'apparition de phénomènes inexplicables, le Fa a encore indiqué qu'il faut honorer la divinité Badou. Et cette divinité a été ramenée à Kana, Tota. Et là, c'est là, à Kana, que eut lieu la première initiation au Fa du roi Agadia. Et là, son arcane du destin est sorti. Et il en a profité pour qu'on repère les arcanes du destin de certaines localités. Cotonou, Porto-Novo, Alada, Ouida, etc. Donc c'est d'abord l'historique de l'arrivée du Fa au Dahomey. Mais avant ça, il faut dire que le Fa est rentré au Nigeria par le nord et s'est installé à Ile-Ife. Donc voilà ce qu'on peut dire d'abord de l'historique. Maintenant, qu'est-ce que le Fa? Parce qu'avant de venir au Fa, il faut d'abord savoir ce que c'est que le Fa. Et vous allez voir que c'est dans les techniques de consultation que vous allez voir la différence entre le Fa et le Tofa. Donc le Fa, c'est d'abord une mancie qui permet
de savoir les causes des problèmes du présent. Ces causes qui sont dans le passé souvent. De déterminer qu'est-ce qu'il faut faire dans le présent pour améliorer le futur. Et ça dans tous les domaines. Et c'est suite souvent à la consultation que les indiciels sortis permettent de régler ces problèmes-là. Donc le phare est d'abord une science de lecture à la fois du passé, du présent et du futur en vue de déterminer les causes des inquiétudes et des inéquations des hommes et de les pallier. L'as routier Sika Toyota Étoile Rouge est difficile d'accès aux usagers. Fissures d'eau d'âne créées par les dégradations sont autant d'obstacles qui bloquent la circulation sur cet axe. Suivi à travers ce reportage, le constat effectué par une équipe de ZAE-TV. Dégradée depuis plusieurs mois, la voie au niveau du carrefour Sika Toyota en quittant Godomé pour l'Étoile Rouge est devenue un calvaire pour tous les usagers qui empruntent cet axe stratégique de la plus grande ville du Bénin. Le goudron est endommagé et a pris la forme des dos d'âne, des fissurations de part et d'autres qui affectent une partie du corps de la chaussée. Quand on passe par là, il y a la voie fait sous forme de dos d'âne sur la voie là. Ce qui ralentit d'abord la circulation. Et quand tu es en moto, tu as des douleurs, des courbatures souvent dans le corps, après avoir pris par le passage. Et bon, comme autre difficulté aussi, ça endommage aussi les motos. Souvent nos motos là, c'est souvent en plastique. Donc à force de prendre par là, ça diminue la qualité de vie même de la moto déjà. Les citoyens rencontrent d'énormes difficultés. Si le président pouvait lui-même prendre la route à moto depuis Godomé et changer jusqu'à la barrière, il saura et verra que les citoyens souffrent. Il y a trop de problèmes autour des travaux de construction qui se font. Regardez vous-même les difficultés que rencontrent les citoyens depuis Calavi jusqu'au carrefour Toyota. Il y a des gens qui devraient aller au boulot depuis 7 heures, mais jusqu'à 9 heures, ils sont encore en circulation. On se demande s'il y a des experts qui viennent contrôler les travaux des entrepreneurs avant la libération du chantier. Est-ce que c'est uniquement du ciment qu'ils utilisent et quelques jours après, on les voit se dégrader? Nous les hommes rencontrons trop de difficultés. Surtout après des allers-retours sur cette voie, nous rentrons fatigués avec des douleurs. Parfois, tu te couches et tu n'as même plus envie de te relever car les trous qu'il y a sur la voie nous créent assez de courbatures. Des accidents, de retard et parfois des conflits entre usagers de la route sont courants sur cet axe. Des mesures doivent être prises par les autorités à divers niveaux pour assurer la sécurité des populations au carrefour Sika Toyota. Nous prions les autorités de trouver des moyens pour refaire cette voie le plus tôt possible. J'aimerais juste demander aux autorités de bien vouloir venir revoir la voie afin de refaire la voie pour que le passage à ce niveau soit facile à utiliser. La voie n'est pas du tout bonne, elle est dégradée. Je demande aux autorités de venir s'asseoir au bord du goudron afin de constater eux-mêmes ce qui se passe. Il faut préciser que ce même axe est enclin à une inondation partielle en période pluvieuse. L'eau qui stagne au niveau de la piste cyclable représente un handicap pour les motocyclistes. Ce week-end se jouera la 6e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Le leader Buffle FC du Borgo accueille dimanche l'association sportive Roussou Saka de Porto Novo au stade municipal de la cité d'Ekoburu. Parmi les autres matchs, demain Avranco Omnisport, Aspac Jeunesse sportive de Pobet, Union ONM. En ouverture de cette journée, Énergie a rencontré cet après-midi l'USS Craqué. ESAEFC est au repos pour le compte de cette 6e journée. En Ligue 2, la 5e journée démarre demain. Les affiches se présentent comme suit. Le premier au classement, Audio FC, se déplace à Abomey-Calavi pour rencontrer l'Université nationale du Bénin. Son dauphin Dynamo de Parakou se rend à Dobo pour affronter l'AS Tado. Et voilà, c'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Bonsoir.